On passe maintenant à l'analyse fondamentale et on va voir trois choses, le management, l'allocation de capital du management et l'avantage concurrentiel, le moat de Moncler. On verra aussi, et ça je vous le dis en fin de vidéo, on va faire une analyse complète de l'acquisition de Stone Island par Moncler en 2021, il me semble, parce que c'est toujours super intéressant de regarder comment s'est faite une acquisition, surtout quand elle est importante, et c'est le cas pour Stone Island, puisque ça permet de comprendre déjà comment est réalisée l'allocation de capital et en plus si le management est plutôt compétent ou non. Donc parlons du management en commençant par le PDG, Remo Ruffini, qui est PDG depuis 2003, et en fait c'est assez incroyable parce que Remo Ruffini en 2003 il a racheté Moncler avec ses propres fonds pour 64 millions d'euros. Donc il avait une certaine confiance dans la boîte. Alors il faut savoir qu'il y travaillait déjà en tant que directeur artistique, donc il avait un poste plutôt haut placé dans la boîte entre 2000 et 2003. Et il a dû se rendre compte que la boîte allait pas très bien, qu'il y avait moyen de la racheter pour pas trop grand chose. Et donc il l'a racheté pour 64 millions. Et aujourd'hui, la boîte valant plusieurs milliards de dollars, il a quand même fait un bon move, bravo à lui. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un excellent dirigeant. Ça a été un excellent dirigeant de Moncler en tout cas. Mais avant ça, il avait déjà lancé une entreprise, notamment au Royaume-Uni, qui avait très bien marché. Donc, en ce qui concerne les critères que j'ai au management, on a toujours donc Remo Ruffini, qui est, alors pas vraiment le fondateur, mais c'est celui qui l'a racheté, qui l'a restructuré, donc c'est clairement quelqu'un de super important. Et Remo Ruffini, il a encore un gros skin in the game, puisqu'il détient 17% de la boîte. Donc à ce niveau-là, on est à peu près sûr que les intérêts du management sont alignés avec ceux des actionnaires, et c'est ça qu'on veut. Ensuite, on va parler allocation du capital. Je sais que c'est un point qui est souvent négligé par beaucoup d'investisseurs, alors que c'est super important comment en fait le management utilise ses cash flows. Et alors déjà ce qu'on voit c'est que ici le management utilise ses cash flows principalement pour les retourner à l'actionnaire. C'est 50% à peu près des cash flows générés qui sont retournés à l'actionnaire et le réinvestissement il correspond plutôt à 20%. Donc le réinvestissement il passe surtout par des capex qui sont toujours à peu près autour de 20% de l'operating cash flow. Et donc ça c'est de l'entretien de boutique, de l'ouverture de nouvelles boutiques, etc. Il y a eu une seule acquisition, donc celle de Stone Island en 2021, mais sinon c'est pas du tout dans le style de la boîte, elle fait très peu d'acquisitions. Sûrement parce qu'elle veut juste faire des acquisitions finalement qui sont les plus rentables possibles. Et donc Remo Ruffini, je pense, est un excellent allocateur de capital et il a toujours cette idée de 2003, quand il a racheté Moncler, de se dire que moi je veux racheter une boîte vraiment pour pas grand chose alors qu'elle vaut beaucoup d'argent si elle est bien restructurée. C'est peut-être ce qu'il a vu avec Stone Island, on va voir ça après. Mais donc ce qui est sûr, c'est que la plupart des cash flows générés sont redistribués sous forme de dividendes la plupart du temps. L'entreprise ne fait pas de rachat d'actions, c'est un petit peu dommage. Bon, après on est sur PEA, donc les dividendes ne sont pas fiscalisés, donc ça ne dérange pas trop. Et par contre, une grosse partie du cash part en désendettement. En fait, Moncler, c'est une boîte qui avait une certaine dette quand même pendant un certain moment, et donc ils ont décidé, il y a à peu près 5-6 ans, de se désendetter massivement. Et donc ils utilisent à peu près 25% de leur operating cash flow pour se désendetter, ce qui correspond plus ou moins en fait à un retour à l'actionnaire. C'est plutôt indirect parce que l'actionnaire n'a pas directement l'argent dans sa poche, mais si l'entreprise se désendette en avance, c'est de l'argent qu'elle aura à donner en moins à ses créanciers, et donc qu'elle pourra donner en plus à ses actionnaires. Donc c'est une forme de retour à l'actionnaire. Si on essaye d'estimer la rentabilité des investissements de Moncler, on voit que le ROCE sur les dernières années, il est passé de 18% à 22%, donc on serait plutôt sur des investissements corrects. Il y a eu donc qui ont donné plus de croissance, mais qui n'ont pas forcément amélioré la rentabilité, puisque on l'a vu, les marges de la boîte n'ont pas augmenté significativement en tout cas entre 2019 et 2024. Voilà, je me permets de vous interrompre quelques secondes pour vous dire que si mon travail vous plaît, vous pouvez vous abonner et mettre un like, ça m'aide énormément. Et pour suivre tout simplement les prochaines vidéos qui vont sortir sur les autres analyses du luxe, on va notamment faire Hermès, Ferrari et Kering. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner. Et maintenant, on retourne à la vidéo. Si on se penche sur l'allocation de capital notée donc par Morningstar, elle a mis la note de exemplary, donc ça c'est super, c'est le plus haut niveau de note, et elle décrit notamment une stratégie d'investissement considérée comme exceptionnelle,
puisque Morningstar pointe que Moncler a une meilleure rentabilité que tous ses concurrents, donc on l'a vu, que Hermès et LVMH, et cette meilleure rentabilité, eh bien, elle est liée à une bonne gestion de la marque. Premièrement, la marque Moncler qui est très bien gérée, avec une diversification prudente, c'est-à-dire que le corps du business model à la base, c'était les doudounes, et ben ils sont restés autour des doudounes, donc dans les gants, les bonnets, les moufles, pourquoi pas. Donc voilà, on est resté vraiment autour de diversification assez prudente, qui a toujours été réussie, c'est-à-dire que tous les produits Moncler qui ont été lancés ont toujours eu un bon succès, et l'objectif de développer le DTC, donc Direct to Consumer, pour garantir une meilleure rentabilité. Ça a toujours été l'objectif de Remo Ruffini, et ça a super bien marché, c'est ça qui permet simplement d'avoir une excellente rentabilité. La politique de redistribution, elle est jugée comme appropriée. Bon, ça, faut pas chercher, midi à 14h, Morningstar met quasiment toujours la note de approprié. Donc voilà, moi j'aimerais bien qu'il y ait un peu de rachat d'actions, notamment parce qu'il y a eu certains niveaux de valorisation comme actuellement qui peuvent être intéressants pour faire des rachats d'actions. Mais si le management considère qu'il vaut mieux réinvestir ou verser un dividende ou garder un peu d'argent en cash, puisque c'est ce qu'ils font avec une partie de leur cash flow, eh bien pourquoi pas. Et enfin, si on regarde en termes d'avantages concurrentiels. Alors, les deux questions que je me pose toujours pour comprendre s'il y a ou pas un avantage concurrentiel, c'est est-ce que Moncler est leader sur son marché? Oui, c'est le cas en fait, sur son secteur de niche, c'est-à-dire les vêtements plutôt divers de luxe, là Moncler est leader. Et je regarde aussi la marge free cash flow et le ROCE. La logique, elle est simple, c'est que si une entreprise est très rentable, ça veut dire qu'elle a du pricing power et donc ça veut dire qu'elle a un moat. Et là, dans le cas de Moncler, on est sur des marges qui sont quand même assez bonnes et donc on peut estimer qu'il y a un moat. Ce moat, par contre, ça va être un moat unique en termes d'intangible assets, donc actifs intangibles, qui sont en fait principalement un effet de marque, puisque la marque Moncler, elle est assez reconnue en fait dans son secteur de niche. C'est ça qui en fait une marque intéressante. Et Morningstar pointe notamment que la marque Moncler, elle est assez luxueuse, mais elle est moins luxueuse quand même que des marques comme LVMH ou Hermès. Mais sur son secteur de niche précisément, eh bien, elle est leader et elle a un pricing power qui est très élevé. Pour conserver son excellente rentabilité, 78% de marge, il faut une gestion de la marque et de la distribution exemplaire, ce qui a été jusqu'à aujourd'hui réussi. Donc Morningstar met la note de narrow moat, parce qu'en dessous de wide moat, c'est assez compréhensible puisque la marque est moins luxueuse. Maintenant, si la marque est bien gérée, eh bien ce narrow moat, il va perdurer. Et par contre, ce qui est positif, c'est que Morningstar met la note de mid en termes de risque, ça veut dire qu'il n'y a pas trop de risque. C'est la même note qu'elle a mis à LVMH, puisque de toute manière, c'est à peu près le même business model, donc c'est normal qu'elle mette à peu près la même note. Voilà, bon, dans tout ça, pour la note fondamentale, j'ai mis la note de 9 sur 10 avec notamment un excellent management, une bonne allocation de capital et un bon avantage concurrentiel. C'est pour moi les trois éléments très importants et ce qui fait que Moncler est une entreprise qui est très cool. A contrario, LVMH avait une note de 8 sur 10 en termes de note fondamentale et ça, j'avais mis cette note-là à cause tout simplement de ce qui se passait en ce moment pour la consommation en Chine pour LVMH qui est vraiment pas très optimiste puisque il y a des vrais problèmes et à mon avis il y a une gestion de la marque, je ne m'y connais pas suffisamment en mode, mais il y a une gestion de la marque qui a été un peu ratée à ce niveau-là et qui fait qu'on a une baisse du chiffre d'affaires plus importante en Chine que Moncler typiquement qui a eu de la croissance, qui a eu à peu près plus 11% de croissance en Chine cette année, donc il semblerait que ce soit vraiment un problème avec les produits de LVMH. Chose promise, chose due, on va faire l'analyse de l'acquisition de Stone Island. Alors analyser une acquisition c'est pas toujours simple puisque l'entreprise, l'acquéreur n'est pas toujours obligé de donner toutes les infos qu'il veut, il peut donner un nombre restreint d'informations. Et on va quand même pouvoir regarder plein de trucs sympas sur Stone Island pour comprendre à quel niveau de valorisation l'acquisition a été réalisée et est-ce que la boîte a été bien restructurée, parce que c'est souvent le but quand on fait une acquisition, c'est de restructurer la boîte pour la rendre plus rentable ou avoir plus de croissance. Donc on va voir ça. Alors l'acquisition de Stone Island, elle a été faite en 2021 pour 1,15 milliard d'euros, ce qui est assez important quand même, ça représente 130% de l'operating cash flow en 2021. Stone Island, je le précise, mais ce sont donc ce genre de vêtements qu'on appelle des bombers, qui sont des vêtements très particuliers qui sont faits en gros pour être protection contre le froid et contre le vent, qui sont vendus assez cher, puisqu'on est quand même sur du 500 € minimum, ça peut monter à 1500 €. Donc on est sur un positionnement prix qui est pour moi premium, on n'est pas sur du luxe encore une fois, mais on est sur du premium, et peut-être que l'objectif par contre de Remo Ruffini, c'est de la transformer en marque de luxe. C'est un peu ce qui avait été fait avec Moncler, qui à la base n'est pas forcément une marque de luxe, mais qui en est devenue une par une direction artistique vraiment basée sur le luxe.
Alors, si on s'intéresse à l'évolution des fondamentaux pour Stone Island, qu'est-ce qu'on voit? Première chose, on voit que le chiffre d'affaires depuis 2021, eh ben, il a augmenté. En fait, il a principalement augmenté en 2022, puisque ensuite, il n'y a pas eu de croissance. Mais en 2022, on a quand même fait un plus 33%. Donc là, bravo au management d'avoir réussi ça. C'est assez impressionnant. Depuis, ça ne s'est pas amélioré, mais c'est quand même encourageant de voir qu'il y a pu y avoir une restructuration et dès la première année, une augmentation de chiffre d'affaires. Si on regarde le chiffre d'affaires par segment, et c'est là que ça va devenir intéressant, c'est qu'on a la patte de Remo Ruffini qui est à l'œuvre, puisque le but de la restructuration de Stone Island, eh bien, c'est d'en faire un groupe direct to consumer, en gros d'arrêter la vente la vente wholesale, pour se concentrer sur le DTC qui a une meilleure rentabilité, et ça souvent ça va avec eh bien, une amélioration en termes de luxe de la marque, ça va souvent ensemble parce que c'est plus facile de vendre du luxe en direct to consumer que de vendre du premium en direct to consumer. Donc là on voit qu'on a un renforcement de la partie DTC et une diminution de la partie wholesale. Et si on regarde par segment la croissance, eh bien ce qu'on voit c'est qu'en fait la croissance DTC, eh bien elle est présente chaque année. On pensait qu'en fait il n'y avait pas de croissance depuis 2022, mais si on regarde que la croissance DTC, eh bien on a bien une croissance pour Stone Island. Par contre la partie wholesale, eh bien, est en décroissance depuis 2022. Donc c'est sûrement la stratégie finalement du management. On ne peut pas avoir accès, et ça c'est assez dommage, aux données en termes de bénéfices, en termes d'EBIT, d'EBITDA ou de free cash flow pour juste la marque Stone Island, mais on peut imaginer que comme le DTC est plus rentable, eh bien finalement l'EBIT s'est amélioré au fil des années, en fait a eu de la croissance entre 2022 et 2024, alors que ce n'était pas le cas pour le chiffre d'affaires. Bon, en termes de zones géographiques, on voit que les zones qui sont en augmentation, c'est quand même l'Asie. Par contre, ça se passe moins bien en Amérique et en Europe, ça stagne un peu. Bref, ce qu'on peut dire sur cette restructuration, c'est qu'elle est plutôt réussie, puisqu'on a vraiment un changement de modèle vers quelque chose de plus rentable en direct to consumer, et on a eu une augmentation du chiffre d'affaires post-acquisition qui est quand même à noter et qui est intéressante. Maintenant, évidemment, quand on fait une acquisition, eh bien, il y a quelque chose d'important, c'est le prix à quel on l'a fait, la valorisation de la boîte au moment où on le fait, et ça, on va pouvoir l'estimer. Donc le coût d'acquisition, c'est 1,15 milliard. D'ailleurs, j'ai failli me faire avoir après avec ça parce que dans les comptes, il y a marqué que c'est que 500 millions. Mais en réalité, il y a eu une levée de fonds réalisée pour faire cette acquisition. Et donc, c'est bien 1,15 milliard le coût de cette acquisition. Et si on regarde le CA en 2022, donc j'ai pas pris 2021 parce que comme en fait en une année, on est revenu directement, enfin, on est arrivé à 400, eh bien, je me suis dit autant prendre le CA de 2022, ça nous fait une sorte de forward chiffre d'affaires finalement. Et c'est plus intéressant, on est à 400 millions, ce qui nous ferait un ratio de prix sur chiffre d'affaires de 3. Bon, c'est pas très parlant comme ça, donc on va plutôt passer en EBIT. Donc l'EBIT 2022 estimé, je l'ai mis à 80 millions. Je me suis basé sur une marge opérationnelle de 20%. Pour Moncler, il faut savoir que la marge opérationnelle, elle est de 30%, et si on regarde l'évolution des marges, ça n'a pas trop bougé, en fait, entre 2021 et 2022, donc au moment de l'acquisition. Donc ça voudrait dire que Stone Island a une rentabilité proche de 30%. Comme j'ai voulu être un peu conservateur, je me suis dit, je vais prendre 20%, c'est un peu plus conservateur, et donc ça donne 80 millions. Et pour 2024, comme on a eu un changement de modèle vers quelque chose de DTC, eh bien, on peut imaginer que la marge opérationnelle s'est améliorée. J'ai mis 25% pour ça. Et ça nous ferait donc un EBIT de 100 millions d'euros. Et donc, si on prend ça pour faire un ratio de valorisation, eh bien, on arrive à des ratios price sur EBIT en 2022 de 14,4, ce qui est pas si peu quand même, hein. C'est un niveau qui peut commencer à être un peu élevé. Et par contre, si on prend le price to EBIT 2024, on est à 11,5, donc là c'est un peu plus intéressant. Et pour comparer, je vous ai mis l'EBIT actuel de Moncler qui est à 14,3, donc on voit qu'on n'est pas sur une acquisition surpayée. Je ne sais pas si on est sur une acquisition incroyable en termes de niveau de valorisation, mais parce que de toute manière on n'a pas toutes les infos, mais ce qui est sûr c'est qu'on est sur une acquisition qui n'est pas du tout surpayée et qui peut être très intéressante sur le long terme en fonction de comment la marque se développe.
Et voilà, donc avec tout ça, on en a fini avec l'analyse de Moncler. Pour moi, Moncler, c'est une super boîte du luxe, une alternative en fait finalement à LVMH qui va avoir un business model qui va être plus recentré sur un segment, donc peut-être plus facile à analyser pour l'investisseur, qui va avoir des chiffres qui sont très très bons et qui sont meilleurs que LVMH avec globalement une meilleure rentabilité, qui est quasi la meilleure rentabilité du marché et une très bonne croissance. Le niveau de valorisation actuel, il commence à être intéressant. Je dirais qu'autour de 50 €, on est sur un niveau qui est assez intéressant. Après, c'est vrai que le titre fait un peu du surplace depuis quelques années, mais je pense que si la croissance se poursuivait autour de 10% par an, on aurait une performance de l'action qui serait sympa. Et on a vu en termes d'analyse fondamentale, pour moi, c'est une super boîte qui est super bien gérée, surtout avec un management qui est top. J'adore ce genre de management. C'est pas du management qui est sorti de grande école, c'est vraiment du management homme d'affaires qui en plus restructure les boîtes. Et ça, c'est super parce que souvent, c'est des boss en termes d'allocation du capital. Et vraiment, ça, c'est incroyable. Donc moi, c'est un grand oui. Moncler n'est pas dans mon portefeuille actuellement, mais elle pourrait très prochainement le devenir. En réalité, j'attendrai peut-être d'avoir une valorisation un poil plus intéressante, donc peut-être avoir du 48-46 €. Ce serait ça qui peut-être me ferait passer le pas, mais aujourd'hui on est clairement sur un niveau de valorisation quand même qui est intéressant et sur une boîte qui est intéressante. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un like et vous abonner, ça m'aide énormément. Et nous on se dit à plus pour une prochaine vidéo où on fera l'analyse de Hermès notamment.